Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs les panélistes, invités par la Banque mondiale dans ces travaux. Je voudrais donner la parole à Monsieur le Président du CNECR, Conseil national de concertation régionaux. Monsieur le Président du CNCR, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission nationale de réforme foncière, Monsieur le représentant de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs, le CNCR a depuis les années 93 accompagné l'État du Sénégal dans la réflexion pour la formulation d'une politique foncière et d'une loi concertée et consensuelle, capable d'impulser le développement agricole, de sortir les populations rurales de la pauvreté et d'assurer une croissance économique durable. Pour cela, en 1999, suite à la sollicitation de l'État pour avoir son avis sur le plan foncier, le CNCR, appuyé par une équipe d'experts, a lancé un milieu rural avec un vaste processus de réflexion sur la réforme foncière qui a abouti à la formulation en 2004 de propositions paysannes de réforme foncière. Ces dernières ont été réactualisées en 2011 avec le soutien financier de la Fondation Rosalie Damour et l'appui technique de l'IPA. Nos propositions sont consignées dans un livret qui a été publié en 2000 exemplaires pour une large distribution auprès des organisations paysannes, des services de l'État, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, le CNCR réitère sa disponibilité à la concertation pour l'atteinte de ses objectifs et la correction des insuffisances constatées dans la législation foncière au Sénégal. Toutes les dispositions doivent être prises pour garantir un développement agricole et économique durable pour notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Votre appel a été bien reçu, bien entendu. Je vais passer la parole au représentant de l'IPAR. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président de la Commission de réforme foncière, Monsieur le Président du CNCR. IPAR, depuis sa création formelle en 2008, a toujours montré un très grand intérêt pour les questions foncières. Et cette question foncière est prise en charge dans notre mission, qui est une mission de recherche, de renforcement de capacités, mais également de mise en débat. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que IPAR, dans son processus de travail, participe à la création de nouvelles connaissances sur des problématiques les plus urgentes pour notre société. C'est ainsi que la question foncière et surtout la gouvernance foncière est un point focus dans nos problématiques de recherche et nos problématiques de travail. Au nom donc de l'IPAR, du conseil d'administration de l'IPAR que je représente aujourd'hui, nous remercions tout le monde, tous les invités qui ont bien voulu prendre de leur temps pour venir à cet atelier. Je vous remercie. Représentant de la Banque mondiale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission de réforme foncière, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de réforme foncière, Monsieur le Président du CNCR, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et des directions techniques du département, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers,
messieurs les experts ici présents, Monsieur le présent atelier qui nous réunit intervient au terme des différents panels d'experts fonciers et a pour objectif d'assurer un partage et une validation technique des résultats du processus d'analyse de la gouvernance foncière avec l'ensemble des partenaires du développement s'intéressant à cette question. Il est attendu donc de l'atelier des recommandations pratiques et planifiées sous forme de plan d'action en vue de baliser aux autorités du pays les bases d'une réforme foncière concertée et consensuelle. Avec la conviction que vous parviendrez à ces résultats attendus, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite plein succès dans votre travail. D'abord, nous avons l'honneur d'avoir été choisis par M. le Président de la République pour présider la Commission nationale de réforme foncière. Cette Commission nationale de réforme foncière, créée au mois de décembre 2012, comprend un certain nombre de membres, à peu près de 60 à 75 membres, bien sûr incomplets, mais on commence toujours par un commencement. Un commencement complet me semble n'avoir jamais été de ce monde. Au fur et à mesure qu'on mange, l'appétit vient en nous. Le Conseil, la Commission nationale des réformes foncières, par mon intermédiaire, qui a été contacté par les représentants de la Banque mondiale, de l'IPAR et du CNCR, s'honore d'être présent ici, mais surtout, je voudrais dire bienvenue et merci à tous les membres de la Commission nationale de réforme foncière qui sont dans cette salle. Parce que je leur ai transmis le message et les invitations, et sauf erreur de ma part, ce matin je faisais le compte, j'avais reçu à peu près une trentaine de mails de personnalités de la Commission nationale qui disaient qu'ils seraient tous présents. Donc on peut entrevoir dans cette salle, sauf les retards qui ne sont pas encore, pas de terre qui ne sont pas encore arrivés, environ peut-être une vingtaine de personnes déjà qui appartiennent à la Commission nationale de réforme foncière et qui sont là pour participer à vos travaux et effectivement à vos deux journées de travail. Mesdames, Messieurs, je voudrais peut-être que nous réfléchissions ensemble quelque peu. Nous réfléchissions ensemble quelque peu sur les questions foncières de notre pays. Pour me résumer, je voudrais vous dire que au XIXe siècle, il n'existait pas au Sénégal des lois et des décrets organisant le monde foncier. Au XIXe siècle, l'État colonisateur, par ses gouverneurs, décidait directement, par arrêté du gouverneur, de ce que nous devons avoir et de ce que nous devons faire. Un arrêté du gouverneur des colonies gouvernait le foncier des Africains. Les Africains étaient dans leur coutume, ils vivaient comme ils pouvaient, mais le gouverneur des colonies, par ses arrêtés, pouvait faire ce qu'il voulait de nos terres. C'est de là qu'est né le régime des concessions foncières. Lorsque un riche commerçant débarquait en Afrique, le gouverneur des colonies pouvait tracer de Gandiol jusqu'à Saint-Louis, de Saint-Louis jusqu'à Matam, et lui dire: je vous concède l'utilisation de ces sols-là, de façon unilatérale. C'était le régime des concessions foncières. Et je crois que c'est à la fin de ce siècle-là, du 19e siècle, qu'est né et qu'est arrivé au Sénégal pour la première fois une espèce d'organisation foncière, mais qu'on a appelée d'organisation de la propriété foncière,
les juristes éminents que je connais dans cette salle connaissent les premiers textes jusqu'en 1906, etc., qui ont organisé le régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française, pas seulement au Sénégal. Toute l'Afrique occidentale française relevait des mêmes textes. Ces textes étaient pour l'essentiel des textes de droit privé. La propriété foncière privée, c'est-à-dire comment acquérir un terrain, comment titrer ce terrain et avoir un titre foncier qui vous appartient. Et ces titres fonciers relevaient des relations de droit privé, des relations du droit civil français, notamment ce que nous avons appelé le Code Napoléon, le Code civil de 1804, mais surtout des coutumes romaines qui ont influencé les droits réels en France et ensuite en Afrique. Donc le droit des biens privés organisé par l'État français. Et en fait, lorsque l'État français a pris ces textes-là, mais ces textes-là s'appliquaient à tout le Sénégal, n'importe quel Sénégalais, n'importe quel Africain, partout où il était, pouvait parfaitement immatriculer un terrain quelconque, à condition bien entendu qu'il établisse des droits sur ce terrain sous réserve de contestation qui peuvent survenir. Mais n'importe qui avait potentiellement le droit d'être propriétaire d'un titre foncier sur tout le territoire du Sénégal. Et cela s'est passé comme cela jusqu'en 1964. Et c'est en 1964 que le Sénégal, pour des raisons d'idéologie politique, je dis bien d'idéologie politique socialiste, a estimé que la terre, ce qui restait de notre terre, ne pouvait faire l'objet d'appropriation privée. Ce qui restait de notre terre entrait dans une création tout à fait nouvelle que la loi a appelée le domaine national. Jamais défini, en tout cas en droit. Sa gestion est organisée, mais il n'y a jamais eu de définition juridique du domaine national. Mais toujours est-il que l'usage et la gestion du domaine national étaient organisés par l'administration et par les administrations à travers les conseils ruraux, l'administration domaniale, l'administration préfectorale. En gros, l'usage était organisé. Mais le droit était absent. Il n'y a pas de droit foncier en matière de domaine national. Il y a de l'administration des biens de population. Il n'y a de question de droit en matière de domaine national que lorsque un conseil rural attribue une terre, affecte une terre ou bien désaffecte une terre. C'est dans ce cas qu'il y a une seule et unique petite procédure qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir devant les hautes juridictions administratives. En dehors de ça, il n'y a pas de droit pour tout ce qui concerne le domaine national. Donc je pense que du point de vue scientifique, il n'est pas exact de parler de droit de la terre lorsqu'il s'agit de domaine national. Il s'agirait de parler d'administration de la terre par l'État, par les conseils ruraux, avec un recours pour excès de pouvoir qui relève des juridictions administratives. Cela est source de problèmes, et de sérieux problèmes. Messieurs, mesdames, maintenant, à la suite de beaucoup de travaux organisés par les gouvernements successifs du Sénégal, d'éminents experts qui sont dans cette salle ont participé à ces travaux-là, je les reconnais. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Toujours et encore des travaux. Je regrette, comme le disait mon grand frère Ousmane Camara, toujours et encore des travaux.
Il faut bien qu'un jour on puisse clore les travaux et agir, et faire, et surtout faire. Monsieur le Président de la République a créé, au mois de décembre de l'année 2012, la Commission nationale de réforme foncière. Et il est bon et opportun que je puisse quand même vous dire rapidement ce qu'est cette commission. La Commission nationale de réforme foncière est chargée par décret de Monsieur le Président de la République, je dis bien par décret de Monsieur le Président de la République, de procéder aux vérifications de toutes les occupations du domaine national du Sénégal. Travail particulièrement lourd. Procéder à la vérification de toutes les occupations de tout le domaine national du Sénégal. Donc depuis 1964, des personnes occupent le domaine national. Peut-on vérifier les conditions de cette occupation? Voilà une mission qui est donnée. Je ne dis pas que nous pouvons le faire, ni que nous ne pouvons pas le faire. En tout cas, la mission est donnée. La Commission nationale de réforme foncière est aussi chargée de vérifier l'occupation de tout le domaine de l'État. Le domaine de l'État, au sens large de l'expression, est composé du domaine privé de l'État, les biens qui appartiennent à l'État et qui sont titrés, et le domaine public qui, par principe, n'appartient pas à l'État, mais l'État exerce la même emprise sur tous les domaines. Donc je les appelle les domaines de l'État. Domaine privé et domaine public, la Commission a pour rôle aussi de vérifier l'occupation de tous les domaines de l'État, en définitive, en dehors de nos maisons privées où nous habitons, avec l'opportunité foncière à nos noms, la Commission s'occupe de vérifier tout le Sénégal, les conditions d'occupation. Ensuite, le Président de la République demande à la Commission de procéder à l'étude et à toutes les propositions de modification de toutes les lois et de tous les décrets qui existent au Sénégal et qui sont relatifs à ces domaines-là. Cette commission a le devoir, pas le pouvoir, mais le devoir de procéder à l'étude de toutes les lois et tous les décrets existants au Sénégal pour proposer toutes les modifications de nature à apporter un bienfait à l'occupation et à l'usage de tous ces biens-là. Autre mission, la commission est chargée. Et c'est là où le monde rural, bien sûr, le monde rural est concerné par le domaine national, mais du point de vue dynamique, du point de vue entrepreneurial, du point de vue de la vie de nos concitoyens, le décret dit que la commission doit veiller à ce que les investisseurs qui viennent au Sénégal, ainsi que la population du Sénégal, se rencontrent dans une paix durable aux avantages partagés. Œuvre majeure. Peut-être que nous comptons sûrement sur les autres personnalités qui sont là pour réaliser cette rencontre. Rencontre entre les investisseurs et les terroirs et les Sénégalais, en un mot, pour que ces rencontres soient le mieux possible, le plus productif possible pour le Sénégalais, mais le plus sécurisant possible aussi pour celui qui apporte ses capitaux. La Commission nationale de réforme foncière a aussi pour mission, et enfin dernière mission, faire en sorte que toutes les vieilles maisons, je les appelle les vieilles maisons, parce qu'au temps colonial, l'administration française, dans son impérium, titrait toutes les villes à son nom. Les villes titraient toutes les villes à son nom. La maison de mes parents vient du titre foncier 45, qui était au nom de l'État français. Toutes les rues de Dakar, Plateau, relèvent du foncier 45 ou 58 DG. Les rues sur lesquelles circulent nos véhicules. Ça, c'est l'histoire géographique de la création des villes du Sénégal. L'administration coloniale immatriculait toutes les terres urbaines à son nom et nous laissait le soin, s'il veut, d'y habiter. Nous donner un permis d'habiter sur ses propres terres. Toute la ville de Ziguinchor, Kaolack, Guinguinéo, Dakar, Pikine, Gueule Tapée, la moitié de tout le Sénégal vit sous ce régime-là.
Et toutes ces personnes-là qui avaient des permis d'habiter donnés par l'administration coloniale, poursuivis par le Sénégal, qui n'en donne plus, mais gérés par le Sénégal, ont été considérés comme sans droit par diverses lois, divers arrêtés, divers décrets du Sénégal. On finit par considérer ces permis d'habiter comme inexistants. Donc la moitié des habitants de toutes les vieilles villes du Sénégal n'a plus aucun papier sur les maisons où ils vivent depuis 100 ans. Le président nous dit, ça suffit. Il faut faire en sorte quand même que ce peuple sénégalais obtienne maintenant de vrais papiers sur leur maison, notamment un bon titre foncier et gratuitement, ce qui est quand même une œuvre majeure, une œuvre sociale considérable que nous devons faire. Donc grosso modo, voilà les missions de la Commission nationale de réforme foncière. Vous voyez bien que ce n'est pas seulement de s'occuper du monde rural qu'il s'agit pour la Commission nationale de réforme foncière, mais le monde rural est au cœur de toutes les réformes foncières pour les raisons que vous savez. Notre pays est essentiellement rural, il n'est pas possible, il n'est pas admissible que 80% de notre population n'ait pas de quoi vivre. C'est inadmissible, à notre pays, inacceptable. Donc, le travail que nous devons faire pour le monde rural, à mon avis, est le travail le plus fondamental qu'il peut être donné à un Sénégalais de faire. Mesdames, Messieurs, lorsque cette commission a été créée, mais comme toute œuvre humaine, le parfait n'existe pas sur terre. Engager un travail comme ça est déjà tellement difficile à entrevoir, tellement grand, qu'il faut beaucoup de paix, beaucoup de calme pour pouvoir déjà commencer à marcher un peu. Alors en marchant un peu et sur les indications qui figurent sur le décret de M. le Président de la République, ce n'est pas nous, c'est un décret qui a nommé et qui a créé la commission. Et c'est le décret qui a indiqué les membres, représentants du Premier ministre, représentants du ministère, représentants de ceci, représentants de cela, représentants de l'association des conseils ruraux, dont M. Alilo est le président, représentants de l'association des maires, représentants de l'association des conseils régionaux, notaires, avocats, géomètres, c'est énuméré par le décret. Bien entendu, on ne peut pas tout connaître, tout savoir. En tout cas, je n'en ai pas la prétention. C'est pourquoi je me réjouis récemment, lorsque j'ai rencontré Madame Niane, représentant de la Banque mondiale, M. Najib Roussal, membre du Conseil national de concertation des ruraux, et M. Ba, représentant des experts, dans mon bureau. Nous nous sommes entretenus longuement de cette commission. Je leur ai expliqué ce monstre de Loch Ness dont ils entendaient parler, mais qu'ils semblaient ne pas connaître, c'est-à-dire notre commission. Et eux aussi, ils m'ont expliqué ce que représente le Conseil national de concertation des ruraux, que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Eux semblaient ne pas connaître, mais moi j'étais sûr que je ne connaissais pas. Et lorsqu'on s'est bien expliqué, il a été convenu que, dans le cadre des prérogatives que M. le Président de la République nous a données dans son décret, parce qu'il a dit dans le décret que nous pourrons à tout moment choisir n'importe quel expert qui a notre confiance. Mais écoutez, mesdames, messieurs, excusez-moi, nous parlons en sénégalais, je commence à être parmi les plus vieux en fonction et en exercice. Nous sommes au Sénégal. Combien d'experts compétents existent au Sénégal et qui le sont plus que moi? Croyez-moi, je puis les désigner beaucoup et qui me connaissent bien. Lorsqu'ils me diront pourquoi vous ne m'avez pas mis là-dedans, est-ce que je ne serai pas gêné? Et M. le Président de la République lui-même, n'est-il pas un politique, homme d'État, gouvernant des partis divers et toute la nation, marabout, chef coutumier, cadre compétent, amis, financiers, mais ils sont tous les hommes du Président de la République. Et si le Président me dit un jour, mais mon cher Président, j'ai reçu telle et telle personne qui me dit qu'ils sont pas membres de la commission, que ferez-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas les y mettre? Et si M. le Premier ministre me dit la même chose? Et si vos marabouts me disent la même chose? Excusez-moi, je vous parle en sénégalais. Combien de membres aurons-nous dans notre commission? Qui peut prétendre parmi nous être plus sénégalais que les autres? Nous avons tous les mêmes sensibilités, les mêmes relations. Mais donc, il faut bien faire du travail sérieux, il faut parler la route. Et nous avons dans
notre commission ait mis un règlement intérieur pour dire qu'à partir du jour où on a signé le règlement intérieur, personne, même parmi ces super compétents, ne rentrera dans la commission que lorsque les 10 présidents de section, M. Alido est là, il est président de section, M. Ahmed Bachir Kounda est dans cette salle, il est président de section, M. Pape Mahadia, le grand juriste que j'ai été chercher, beaucoup plus compétent que moi en droit, est dans cette salle pour faire du droit pour nous. Mais ces 10 présidents de section devront tous, à l'unanimité, dire oui, et moi compris, ça fait 11. Je n'ai pas le pouvoir de mettre quelqu'un dans la commission. Nous l'avons fait volontairement. Sinon, chacun vient là chaque jour, et moi le premier, et le président de la République le premier, le Premier ministre le premier, chacun dira telle personne. Combien serons-nous un jour? Donc, si nous voulons faire un travail sérieux, nous devons aborder les questions en tenant compte de notre sociologie aussi, de nos caractères, de notre façon d'être, ce que nous sommes tous, et en même temps, nous sommes tous sénégalais, nous avons tous la même culture sénégalaise. Et nous voulons travailler. De sorte que lorsque j'ai rencontré monsieur le représentant de l'IPAR et monsieur le représentant du Conseil national de concertation des bureaux, je me suis rendu compte qu'effectivement, le Conseil national de concertation des bureaux est un grand organisme qui me paraît particulièrement utile pour le monde rural. À la suite de notre entretien, je lui ai dit que je prends l'engagement en tout cas de me rapprocher de tous les 10 présidents de section et de faire en sorte que le Conseil national de concertation des bureaux soit à part entière de notre commission. Donc, mesdames, messieurs, M. Najibou Saleh est là, il ne me démentira pas. Nous avons même fixé le chiffre qui est plus important que les chiffres de tous les organismes qui sont membres de la commission. Donc, cette question du Conseil national de concertation des bureaux relève maintenant d'eux-mêmes. C'est à eux maintenant de désigner un certain nombre de membres, de les répartir dans les sections opérationnelles, de nous les envoyer pour que les présidents de sections opérationnelles puissent approuver et les intégrer à la commission. Donc, cette affaire est résolue. Mesdames, Messieurs, les panélistes, il y a une question importante. C'est la question dite de gouvernance foncière. Le mot gouvernance foncière. J'ai regardé le dictionnaire Robert. Regardez le dictionnaire Robert, vous verrez le mot gouvernance. Et j'ai eu le plaisir de voir que le Sénégal a créé, parce qu'on a cité que le Sénégal. Dans le dictionnaire Robert, on a dit Sénégal, 2 points, l'ensemble des systèmes administratifs de direction d'une région. C'est tout. Et on a dit ancienne France, les bailliages d'Artois et de Flandre. L'ancienne France, lorsqu'il y avait le comté d'Artois, le comté de Flandre, on disait gouvernance dans l'ancienne France. Donc je suppose que c'est notre éminent président poète qui a comme essentiel, qui a été chercher le mot de la vieille France qui n'est plus utilisé dans les pays où l'on parle français et qui nous l'a amené pour la gouvernance de l'administration. Et par habitude, on dit gouvernance. Au fond, est-ce qu'on devrait perpétuer l'existence de l'expression gouvernance foncière? Écoutez, en quoi l'administration des domaines ici présentes gouverne-t-elle ma maison propre à moi, dotée d'un titre foncier? En quoi gouverne-t-elle ma maison? Mais je bénéficie d'un droit de propriété constitutionnel. C'est la Constitution qui me donne ce droit d'être propriétaire de ma maison, d'en faire ce que je veux, sous réserve de ne pas arrêter à l'absolu. Ils administrent mes papiers dans mes relations avec les autres. Ils administrent le titre mère de mon titre foncier. Ils me délivrent mes papiers dont ils administrent le papier, comme ils donnent des timbres. Ils font de l'administration de mes biens. Mais le citoyen exerce des prérogatives qui lui sont propres
qui lui sont personnels, qui lui appartiennent, garantis par la Constitution sur ses propres biens. Si nous acceptons que l'administration doit gouverner le foncier, nous accepterons que le monde rural soit à jamais aliéné. C'est mon point de vue. L'esprit de gouvernance vient de l'administration des colonies, vient des gouverneurs des colonies, qui, de manière unilatérale, imposaient à notre monde rural un mode de vie et un mode d'appropriation des terres. Et le Sénégal, par sa loi sur le domaine national, s'est enfoncé dans le même système. Et récemment, les idées socialistes, les idées communistes qui ont présidé à tout ce mouvement institutionnel sont en train d'être dépassés dans le monde. Aujourd'hui, les pays qui furent les plus socialistes, la Chine et la Russie, sont en train de changer quand même le cap, d'adopter des modèles de gouvernance, entre guillemets, des modèles de fonctionnement économique. Et récemment, souvenez-vous tout récemment, notre président de la République disait quoi? Il a dit, j'autorise désormais tous les paysans, tous les cultivateurs à vendre de l'arachide à qui ils voudront. Alors que depuis 1960, personne n'a jamais vendu son arachide à qui veut. Personne n'a jamais vendu son arachide à qui voulait. Et le président de la République vient de dire aussi autre chose. Liberté égale responsabilité aussi. Vous cultivez votre arachide, vous vendrez à qui vous voulez, et vous voulez que l'année prochaine, je vous donne des semences. Pourquoi vous n'allez pas vous-même vos propres semences? Liberté égale responsabilité. Dans un monde de liberté, dans un monde de responsabilité, on doit se diriger vers les institutions et les structures juridiques, je dis bien juridiques, qui permettent au monde rural lui-même de pouvoir s'épanouir. Monsieur Alilo, président de l'association des conseils ruraux, est là. Je disais hier à un de mes collaborateurs, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un conseil rural qui dirige un territoire foncier n'ait aucune liberté, aucune prérogative, aucun moyen pour développer les terres qui relèvent de son administration. La mairie de Dakar a des titres fonciers qui lui appartiennent. Un conseil rural n'a aucun titre foncier lui appartenant. Aucun conseil rural du Sénégal n'est propriétaire d'aucun titre foncier. Alors que toutes les mairies de la ville de Dakar sont propriétaires de centaines de milliers de titres fonciers qui font leur fortune et leur richesse. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais vraiment féliciter sérieusement l'initiative de la Banque mondiale, et m'en réjouir. Car comme vous l'avez dit, j'ai encadré votre phrase, soutenir les initiatives du gouvernement du Sénégal. Car c'est le gouvernement du Sénégal qui a la légitimité, la constitutionnalité et la légalité de définir notre politique. Mais le gouvernement du Sénégal doit se faire aider par ses concitoyens, que nous sommes tous, se faire aider aussi par ses partenaires intérieurs et extérieurs. Et dans ce cadre-là, l'initiative prise par la Banque mondiale, les travaux accomplis par les experts sont des choses qui sont particulièrement bienvenues, que nous approuvons, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Et je voudrais vous dire que si j'ai demandé à tous les membres de la commission, à tous, ils sont 75, j'ai demandé à tout le monde de venir, pour ceux qui ont le temps, bien sûr, parce que le temps a été court, à le moment où on les a informés aujourd'hui, et la plupart des membres sont là, pour qu'ils viennent participer à vos travaux, et sérieusement pendant ces 2 jours, parce que j'ai lu le document qui a été établi, qui est un grand document complet, qui a beaucoup de renseignements, qui comprend une foule de renseignements capables de nous aider à comprendre les maladies qu'il faut soigner. Bien entendu, les remèdes ne sont pas dans le document, ce n'est pas de leur ressort. Ça, c'est du ressort de M. le Président de la République. Et la Commission a pour rôle de rassembler tout ce qui doit se faire au Sénégal et tout ce qui se fera. Vraiment rassembler tout, être partout, pour ne rien négliger, afin de pouvoir dire à M. le Président de la République, M. le Président, voilà ce que le Sénégal vous présente. J'ai eu l'outre prudence de dire à quelqu'un, et croyez-moi, de très important dans le monde,
quelques-uns même qui vont en témoigner, je leur ai dit, dans ce que nous faisons, ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'arbitre, il n'y aura ni d'expert arbitre, ni de ministre arbitre, ni même de président de la République arbitre. Le président de la République nous a chargé dans son décret de faire en sorte qu'il y ait au Sénégal une paix durable. Si tous les membres de la commission, dont vous êtes membres désormais, les représentants du CNCR, adoptent ensemble, à force de patience, de tolérance, d'explication, de discussion saine, si nous adoptons une direction, je ne vois pas par quel procédé le chef de l'État ne le ferait-il pas. Vox populi, vox dei, si le peuple rassemblé dit la même chose, le président de la République fera ce que le peuple veut. Mesdames, Messieurs, excusez-moi d'avoir été long. C'était mon devoir de vous expliquer le monstre de l'OMS, dont tout le monde parle, que personne n'a jamais vu. Et tout le plaisir a été pour moi d'être à côté de mon ami, représentant de M. le président des impôts et domaines, de M. le représentant de la Banque mondiale, et de Mme le secrétaire général. Je suis heureux qu'une dame ait remplacé un homme, parce que c'est quand même le moment où il faut donner aux femmes toute la plénitude de leurs prérogatives. Monsieur le représentant du CNCS, Monsieur Alino, président des conseils du jour, merci beaucoup pour votre présence. Je suis à votre disposition. Je déclare ouvert les travaux de l'IPAR pour la restitution et la validation technique des résultats de votre étude. Je vous remercie.